Thank you. Merci. C'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais remercier le tout nouveau Centre pour les maladies émergentes, une institution toute fraîche de l'Université de Genève. Et merci également au professeur Laurent Kaiser ainsi qu'au professeur Dan Bausch pour cette invitation. Je ne suis pas scientifique. Je suis écrivain. Et mon métier, c'est le langage. J'ai étudié les sciences humaines. J'ai un doctorat, mais en littérature. Et je raconte des histoires en utilisant le langage. C'est quelque chose d'éminemment humain et de très ancien. L'espèce humaine moderne date il y a environ 100 000 ans. Et le langage moderne remonte également à cette époque. Et l'essence même de l'humain, ce qui nous rend humains, c'est notre expressivité. C'est ce que l'on peut voir en archéologie, par exemple. On a vu l'être humain utiliser différents supports, différents moyens pour exprimer des idées et des émotions, des notions très compliquées. Et quand il s'agit du récit, de la narration, voilà comment les informations importantes sont transmises d'une génération à l'autre, en racontant des histoires. Nous racontons des histoires et nous écoutons également des histoires. En lisant de plus en plus sur les sciences, ce que j'ai essayé de faire, c'est jouer mon rôle d'écrivain, ni plus ni moins. Il se trouve que je m'intéresse beaucoup à la science, mais je m'intéresse tout autant à l'existence humaine. Et ces choses qui font notre vie sur cette planète et qui font que l'être humain existe sur cette planète. Et c'est un domaine tellement merveilleux. L'on peut explorer la nature avec tout ce qu'elle comporte de magnifique et de terrifiant. Et je peux explorer également l'horreur et la beauté de l'esprit humain et de la condition humaine. En tant qu'écrivain, généralement, je ne travaille pas sur des romans, sur de la fiction. J'écris de la non-fiction, des histoires vraies, donc, qui se fondent sur une recherche approfondie, des centaines de milliers d'heures d'entretien parfois. Et d'ailleurs, je travaille actuellement sur un nouveau livre sur les virus émergents et j'ai parlé avec certains de mes amis scientifiques ici à la conférence et j'ai une approche assez traditionnelle. Je n'enregistre pas, je note tout dans mon petit carnet, celui-ci. J'écris au crayon à papier pendant l'entretien. Et j'accorde beaucoup d'attention à ce que j'entends, à ce que je vois. Et ce ne sont pas uniquement les mots qui comptent pour moi, c'est tout le reste également. Et ensuite, je reviens vers eux pour leur poser encore des questions, encore des questions. Parfois, on baisse sa garde pendant ces entretiens. Alors, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais parfois, les scientifiques sont comme des chimpanzés face à Jane Goodall. Et les chimpanzés en oubliaient qui elle était et ce qu'elle faisait, quel était son rôle, et se laissent aller. Mais moi, j'ai mon petit carnet pour les noter. Alors, par exemple, la toute première fois que j'ai rencontré le docteur Peter Jarling à l'Institut de recherche sur les maladies contagieuses de l'armée américaine, le docteur Jarling a découvert le virus d'Ebola. Et la toute première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit, est-ce que il y a une fois où vous avez failli y passer? Et il m'a dit, non, mais tout le monde qui travaille avec cette maladie à un moment a failli y passer. Et par inadvertance, pendant l'entretien, il a reniflé des cellules de la maladie à virus Ebola, et après s'est rendu compte qu'il s'était exposé à la maladie. Alors il a choisi de ne pas le dire à son supérieur hiérarchique, et il l'a gardé secret, et il a fait des prises de sang tous les jours pour vérifier qu'il n'était pas contaminé. Alors il a oublié, quand il m'a raconté ça, que j'avais mon petit carnet sous la main.
Et un peu plus tard, quand j'ai décrit toute cette scène dans mon livre, Peter Jarling m'a dit que c'était la deuxième chose la plus bête que j'avais jamais faite. La chose la plus bête que j'ai jamais faite, c'est de l'avoir raconté à Richard Preston. Bref, méfiez-vous. Mais ne vous inquiétez pas, je vérifie tous les faits, je n'écris rien, puisque je suis journaliste, sans vérifier les faits. Et je n'ai pas pour habitude de mettre les gens mal à l'aise ou de les mettre en position gênante. Alors, il y a 22 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser de près aux virus émergents. Alors, l'histoire se poursuit. C'est un peu comme le récit de la guerre du Péloponnèse qui n'en finit jamais. En tant qu'écrivain, j'ai le privilège de pouvoir suivre certains des grands protagonistes et écrire leur histoire, mais c'est une belle histoire puisque c'est une histoire de vie et de mort qui aura des conséquences pour toutes les personnes vivant sur cette planète et pour les générations futures. Donc ce récit a un poids énorme. J'aimerais donc vous raconter une histoire. Permettez-moi de vous présenter le docteur Jean-François Ruppol. C'était un médecin belge. Certains d'entre vous qui travaillent dans les sphères de la santé publique en auront peut-être entendu parler, d'autres non. Il était présent lors de la toute première flambée identifiée d'Ebola à Yambuku en République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre, en 1976. Et voilà à quoi il ressemblait à l'époque. Il avait 32 ans. Et comme vous pouvez le voir, il était un peu en marge. Il ne semble pas être quelqu'un de très important, en tout cas sur cette photo. Jean-François Ruppol était un médecin de brousse, c'est-à-dire que c'était un médecin itinérant qui voyageait partout au Zaïre, qui se rendait dans les hôpitaux pour essayer d'améliorer les services proposés. Il parlait Kikongo, Migala, mélangé au français. Et il travaillait comme médecin de santé publique et épidémiologiste, en plus d'être un médecin de brousse de base. Je décris d'ailleurs ses travaux dans mon nouveau livre sur les virus émergents qui, je pense, sera publié l'année prochaine. Donc voilà qui il est, un médecin comme un autre. En 1976, au mois d'octobre, mon docteur Ruppol était le directeur du Fonds médical tropical, FOMETRO, qui est une organisation d'aide médicale qui était basée à Kinshasa. Et un jour, il a reçu un appel d'une religieuse de l'église catholique. Et elle a dit qu'il y avait une maladie bizarre qui tuait des religieuses dans la zone Bomba, à la mission catholique de Yambuku, où il y avait également un centre hospitalier. Et un médecin, le docteur Jean-Jacques Moyembe, s'était rendu sur place. Il pensait qu'il pouvait s'agir de fièvre jaune, mais il n'y avait pas de confirmation en laboratoire qu'il s'agissait de fièvre jaune. Donc c'était une maladie encore inconnue. Et le docteur Ruppol, accompagné par un docteur Gilbert Raffier, qui était un médecin militaire français, et un autre qui s'appelait le docteur Crubois, du ministère de la Santé du Zaïre, se sont rendus à Bomba. Et là, le docteur Ruppol et les autres ont constaté leur premier cas du virus Ebola. En fait, c'était deux instituteurs, mari et femme, dont les enfants étaient décédés à l'époque de cette maladie inconnue. Ils l'avaient attrapé de leurs enfants. Et les deux mouraient dans une chambre d'hôpital. L'homme était assis avec un pied posé à terre. Il était appuyé contre la chaise, la coudoir de la chaise. Il avait les yeux rouges braqués sur sa femme et elle était sur son matelas, dans une position fétale, par terre. Il y avait du sang, de l'urine, de la matière fécale. C'était du vomi. Alors comment ces trois médecins
pouvait-il s'attaquer à cette maladie alors qu'il ne connaissait même pas son origine? Pour moi, les médecins sont des maîtres jujitsu. Ce sont des guerriers non armés dans les plus grandes guerres médicales de l'histoire. Quand il s'agit de santé publique, il y a bien plus de vie en jeu que dans une guerre mondiale. En tout cas, potentiellement, cela peut concerner des millions de personnes qui pourraient mourir très rapidement à cause d'une maladie infectieuse. En tant que maître Jiu-Jitsu, les médecins, et notamment le docteur Rupol et ses collègues, observaient ces deux patients et essayaient de déterminer tout ce qu'ils pouvaient constater sur la maladie. Les maîtres Jiu-Jitsu cherchent le point de basculement, le point de faiblesse, la faiblesse de cette maladie infectieuse. Et déjà, le docteur Rupol pensait qu'il s'agissait d'une fièvre hémorragique d'une forme ou d'une autre. Et si l'on voit le virus comme un monstre, si vous arrivez à trouver sa faiblesse, vous trouverez le moyen de le faire tomber, même sans armes, même sans les outils de la médecine moderne. Alors, si on y réfléchit comme un virus, si l'on peut réfléchir comme un virus n'est pas un individu, il s'agit d'un essaim d'individus. C'est un groupe très important d'individus et cet essaim occupe le corps humain. Mais le point de faiblesse vient de sa migration. C'est la migration active vers un nouvel hôte qui réduit ce grand nombre de particules à un nombre limité d'explorateurs, de petits individus qui s'échappent de l'hôte initial pour essayer d'en trouver un autre. Et c'est ce moment de faiblesse qui est intéressant. Si un médecin en santé publique peut déterminer le mode de transmission, à ce moment-là, il y a des possibilités de l'arrêter. Le docteur Rupol en a conclu que cette maladie ne voyageait pas par voie aérienne. C'était par contact direct avec les fluides corporels, avec le sang ou autre. Et très peu de temps après, le docteur Rupol s'est rendu au marché à Bamba où ils avaient mis des panneaux venez au marché, on va vous expliquer cette maladie. Il y avait à peu près 500 personnes dans le public, des personnes effrayées qui ne savaient pas comment réagir. Il y avait beaucoup d'émotions dans cette foule. Et Rupol a pris une table à l'un des vendeurs du marché et il s'est mis dessus et il a commencé à parler en lingala. Il s'est adressé à la foule. Et voilà ce qu'il a dit. Tout d'abord, comment est-ce que vous allez arrêter cette maladie? Il ne s'est pas posé en tant que médecin qui était là pour les sauver. Il leur a posé cette question rhétorique. Comment allez-vous arrêter cette maladie? Il a dit, voilà comment vous pourrez faire. Reconnaissez les symptômes. Et il a décrit les symptômes qu'il venait de constater. Deuxièmement, il a dit, évitez le contact direct avec des personnes présentant ces symptômes. Cette maladie se transmet de personne en personne par les fluides corporels. Donc vous pouvez regarder le corps d'un mort, pas de problème, mais ne touchez pas le corps et les personnes décédées doivent être inhumées au plus vite. Et voilà à quoi ça ressemblait d'ailleurs à l'époque, c'est l'hôpital en question. Et ce qu'il leur a dit, c'est qu'ils devaient suivre l'ancienne règle de la variole. Pendant des siècles, dans le bassin du Congo, lorsqu'il y avait la variole dans un village, les villageois regroupaient toutes les personnes infectées, dont beaucoup d'enfants, et ils les mettaient dans une cabane à l'extérieur du village pour les isoler. Et les victimes de la variole étaient placées dans cette tente d'isolation avec des vivres, de l'eau et de la nourriture, et on les laissait. Après un certain temps, certaines personnes réémergeaient. Ceux qui n'en sortaient pas étaient morts. Et ensuite,
l'on brûlait les cadavres à l'intérieur de cette petite cabane. Donc l'ancienne règle de la variole, c'était une règle très stricte, mais la variole était une très grande menace. Ce qui est intéressant, c'est que dans la flambée la plus récente d'Ebola, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de médicaments pour guérir cette maladie. Ce que nous avions en fait, c'était des unités d'isolement, ce qui n'était que des versions modernes d'application de cette ancienne règle de la variole. On isolait les personnes qui, au début, recevaient une hydratation par voie orale et de l'alimentation. Ensuite, on s'est rendu compte que l'hydratation intraveineuse était plus efficace et permettait de sauver des vies, mais au départ, c'était par voie orale. Et soit on en sortait sur ses deux pieds, soit on sortait les deux pieds devant. Cela illustre pas forcément l'échec du système médical moderne, mais surtout notre impuissance face à une maladie émergente lorsque nous n'avons pas de traitement efficace. On s'est retrouvé un peu au Moyen-Âge avec cette maladie à virus Ebola. Donc le docteur Ruppol est retourné à Yambuku une deuxième fois. Et cette fois-ci, il était guide pour une équipe internationale de spécialistes et d'épidémiologistes qui étaient là pour essayer de stopper cette infection. Et en arrivant sur place, ils se sont rendus compte que l'ancienne règle de la variole était déjà appliquée et ils ont vu qu'il y avait au moins 2 villages qui avaient mis en place des cases, des cabanes isolées pour isoler les patients et ils ont bloqué les allées et venues entre les villages. Ils commençaient déjà à reconnaître la maladie, à ne pas toucher les personnes qui présentaient des symptômes. Leurs coutumes en matière d'inhumation ont été modifiées. Ils se sont adaptés en fait très rapidement à cette situation changeante. La nuit où Ruppol est arrivé avec l'équipe, n'oublions pas que c'était un médecin de brousse, on l'a réveillé à 4 heures du matin. C'est une religieuse, la sœur Genevieve, qui l'a réveillé. Elle a frappé à sa porte, elle a dit qu'il s'agissait d'une urgence. Une patiente venait d'arriver à l'hôpital. Elle était à l'article de la mort et il fallait qu'il vienne. Donc, il sort en pleine nuit. Il n'avait que des lampes à gaz et des lampes de poche, pas d'électricité. Et il a trouvé une femme allongée dans le noir sur le gazon qui avait été amenée par sa famille. Elle était en couche. Et après un examen avec la lampe de poche, elle présentait les mêmes symptômes. Elle avait les yeux rouge sang d'Ebola, qui ne portait pas ce nom-là à l'époque. Elle tremblait tellement sa fièvre était forte et elle était proche de la mort. Et en plus, elle était en train d'accoucher. Quand le docteur Ruppol l'a examinée, il a vu qu'il y avait une hémorragie au niveau de la voie vaginale. À l'époque, l'on pensait que les femmes enceintes qui contractaient cette maladie avaient 100% de risque de mourir, et il en allait de même pour le bébé. Donc c'était sans espoir, a priori, mais le docteur Ruppol a décidé de tenter sa chance, d'essayer de la sauver. Et il avait une méthode assez spécifique. C'était un enfant qui se présentait par le siège. Et à l'époque, il pratiquait la procédure Zárate pour faire sortir le bébé à la place de pratiquer une césarienne. Et il ne pratiquait pas de césarienne dans le bassin du Congo, car les femmes qui subissaient une césarienne étaient considérées comme mutilées et étaient rejetées par leur communauté. Donc c'était une bonne alternative à cela.
Il a dû faire cette opération sur une table. Ils ont trouvé une table qu'ils ont sortie sur le porche. Tout l'hôpital, notamment la salle d'accouchement, la salle d'opération, était très contaminée. Donc ils l'ont posé sur la table, ils l'ont fait s'allonger sur la table. La sœur Genoveva et un infirmier, Sukato Manzobe, était son nom. Bien, les deux ont fait s'allonger cette femme sur la table. Le docteur Rupol s'est préparé à cette procédure. Il était au courant des dangers biologiques. Il essayait de se couvrir avec des gants, une blouse, un masque. Et à la lumière de la lanterne et de la lampe torche, il a commencé la procédure. Il n'y avait pas d'anesthésiant. Donc la sœur Genoveva et l'infirmier ont tenu la femme en question. Il s'est muni d'un scalpel et il a coupé le bassin, le devant du bassin. Les os du bassin se rejoignent devant et sont attachés par un morceau de cartilage très dur. Les os en soi ne sont pas jointés. Il s'agit de la symphyse pubienne. Vous pouvez la trouver, c'est un endroit très dur qui se trouve devant. Et c'est juste à cet endroit-là qu'il a pris son scalpel pour faire une incision d'environ 1 centimètre. C'était suffisant pour ouvrir le bassin. Il a pris le bébé et l'a sorti avec tout le liquide amniotique, il y avait du sang dû à l'incision, il se peut qu'il y ait eu également du sang dû à l'hémorragie. Il a tenu le bébé et à la lumière de la lampe, eh bien, il s'est rendu compte que ce bébé ne respirait pas. Et donc, sans réfléchir, il a arraché son masque, il s'est rapproché du visage du bébé et il a commencé à lui insuffler de l'air. C'est quelque chose qu'il faut faire très lentement, sous peine de faire exploser les poumons du bébé. Alors qu'il faisait ça, l'infirmier et la sœur étaient terrifiés et ils se sont rendus compte que le docteur Rupol changeait car il essayait de sauver la vie de ce bébé. Or, tout d'un coup, il semblait choqué. Il s'était oublié et il se rendait compte soudainement de ce qu'il faisait. Il était entièrement exposé au virus. Il n'y avait rien qu'il puisse faire, si ce n'est que de continuer à essayer de sauver le bébé en question. Et donc il a réussi à insuffler de l'air dans les poumons du bébé, puis il a écarté le bébé de son visage. Son propre visage était entièrement couvert de ce jus, de cette espèce de jus, de mucus, de ce sang. Il en avait partout, sur le visage, dans les yeux, dans le nez, partout. L'un des deux témoins de la scène, certainement la religieuse, je ne suis pas sûre, lui a dit « Mais docteur, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ?» Et il lui a dit bah, « Je sais maintenant. » Rupol avait agi de manière instinctive. Cette procédure, il l'avait effectuée des milliers de fois. Il l'a fait de manière tout à fait instinctive. En l'espèce. Il a fait ce que devait faire un médecin pour sauver la vie d'un bébé. C'est sa formation qui a repris le dessus et qui a pris le dessus sur sa propre conscience, sur sa capacité à prendre des décisions. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a échangé sa vie avec la vie d'un autre, avec la vie d'autrui. Une semaine plus tard, la radio de Kinshasa a fait état de son décès. Son décès était très rapide, était intervenu très rapidement, car il a été très malade. Il n'avait pu retourner à Kinshasa. Il était décédé à Bumba. Et ça m'amène à l'hôpital gouvernemental de Kenema. Une partie de mon livre a trait aux événements qui se sont déroulés à cet hôpital gouvernemental de Kenema, en Sierra Leone, où la situation était très difficile à l'époque de la dernière flambée d'Ebola. Mais on a vu là aussi des médecins qui échangeaient leur vie avec la vie d'autrui, qui continuaient à travailler dans des situations très dangereuses où ils n'avaient que peu d'espoir de pouvoir échapper à la contamination par le virus. Mais ils ont poursuivi leur travail car il s'agit de personnel médical et c'est tout ce qu'ils savaient faire. Ils ne pouvaient que continuer à travailler. On a perdu le docteur Oumar Escan, qui était le responsable
du programme relatif à la fièvre Lassa, un grand ami du docteur Dan Bausch. On a perdu l'infirmière-chef, Tata Mbala Sankofoni, qui était très connue. Je vais juste vous montrer les visages d'un certain nombre d'autres personnes qui sont décédées à ce moment. This is from a little memorial. Ça, c'est un mur de commémoration à l'hôpital de Kenema. J'aime particulièrement celle-ci. De toute évidence, les gens avaient du mal à se souvenir de lui. Il s'agissait juste de Mohamed Blango. Il est arrivé à l'hôpital, il s'est porté volontaire. Personne ne sait d'où il venait, personne ne s'en souvenait. Personne ne pouvait rien dire à son sujet, si ce n'est qu'il était mort en faisant son travail à l'hôpital de Kenema. Le jour où le docteur Oumar Khan a commencé à soupçonner qu'il avait contracté la maladie à virus Ebola, il s'est rendu dans le bureau de l'administratrice du programme. Il s'est assis dans une chaise à côté de son bureau et il a dit qu'il ne se sentait pas bien, qu'il se sentait mal. Elle a commencé à pleurer. Elle soupçonnait qu'il avait contracté la maladie. Et puis, il lui a dit « Mais Simbiri, ne pleure pas, ne pleure pas. Quand quelque chose va vraiment mal, vous faites ce que vous pouvez, Simbiri. Notre monde est plein de mystères. Dans ce monde, lorsqu'on est fort, lorsqu'on est en bonne santé, on remplit sa mission. Et si on n'y arrive pas, eh bien, quelqu'un d'autre fera sa mission. Sinon, qui d'autre prendrait soin de ces gens ? Qui d'autre se souviendrait de personnes telles que Mohamed Blango, si ce n'est nous, les écrivains ? Mon boulot, c'est pas la science, c'est pas la médecine. J'admets mon incompétence en la matière. Par contre, je peux poser des questions. Et puis je peux aider à se souvenir de cet homme qui, sinon, sombrerait dans l'oubli notamment de ses collègues à l'hôpital de Kenema. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Jean-François Rupol, la radio s'était trompée. Les médias s'étaient trompés. Il allait très bien. Il est rentré chez lui à Kinshasa. Il est rentré chez lui, il a ouvert la porte, il a embrassé ses 2 enfants, puis il est tombé sur sa femme, Josiane. Il était dans le grand salon, dans sa maison, il était assis dans un fauteuil. Il s'est levé pour l'embrasser, elle lui a dit « Pas de bisous, pas d'embrassade ». Elle pensait peut-être que l'alcool pouvait stériliser sa bouche. Elle lui a dit « Jean-François, prends un whisky ». Elle est allée au buffet, a sorti une bouteille de whisky. Elle lui a dit « Non, pas un whisky, 2 whisky, 3 whisky, finis la bouteille. Mais pas à l'intérieur de la maison, tu sors pour faire ça. » Il est sorti, il a fini la bouteille de whisky. Et puis quelqu'un a allumé un feu dans le jardin. Un peu plus tard, Josiane est sortie, elle a pris ses bagages, elle a ouvert sa valise et a tout versé dans le feu. Tous ses vêtements, ses sous-vêtements, ses chaussettes, sa brosse à dents. Puis elle a mis la valise dans le feu, elle s'est épousseté les mains et elle lui a dit « Avant de rentrer dans la maison, tu te déshabilles, tu enlèves tes chaussures et tu mets tout dans le feu aussi. » Voilà. Un autre jour dans la vie d'un docteur en santé publique, Jean-François Rupol est vivant, il va bien. Il a tout un tas de choses à raconter par rapport à cette flambée épidémique. Maintenant, l'histoire que je viens de vous conter, c'est l'histoire, c'est ce que Rupol a fait plutôt. C'est un acte d'amour professionnel, c'est ce que font les médecins. Les médecins font cela non pas pour la célébrité, non pas pour l'argent. Ils le font car c'est leur boulot. En racontant l'histoire de Rupol, en tant qu'écrivain, cela me donne l'occasion non pas seulement de raconter une histoire intéressante sur un être humain intéressant, mais je peux également parler de la science de l'épidémiologie de manière à ce que les lecteurs la comprennent. On peut rattacher science et littérature pour illustrer que ces médecins
travaille dans un domaine qui a trait à toutes les émotions humaines. On peut tout voir du point de vue de la santé publique, notamment dans le contexte de la gestion d'une maladie très compliquée comme celle-là. J'aimerais juste évoquer très brièvement la variole. La variole est un virus qui a été éradiqué. Elle a été déclarée comme étant éradiquée en 1979 par l'OMS. Le docteur D.A. Henderson, qui était le responsable de l'unité éradication de la variole à l'OMS, vient malheureusement de décéder. Mais à l'époque, la variole était un virus émergent. On pense que la variole est arrivée il y a environ 7000 ans, lorsque la population humaine est devenue suffisamment dense dans les vallées fluviales agricoles du Moyen-Orient, où pour se pérenniser dans une population, le virus de la variole doit avoir 200 000 individus habitant dans un espace distant de 14 jours de transport maximum entre les deux. Ces conditions ont été réunies il y a environ 7000 ans dans ces vallées fluviales, à l'époque où l'espèce humaine est devenue plus vulnérable à un virus émergent, à savoir celui de la variole. La variole, le virus de la variole, est un virus monstrueux. Mais la question qui se pose est de savoir si la variole a réellement été éradiquée ou pas. On se rend compte, suite à une série de déserteurs du programme d'armes biologiques de l'ex-URSS, que la variole a été développée en tant qu'arme biologique par l'ex-URSS. Elle a été développée pour être employée spécifiquement comme arme stratégique de destruction massive. La différence entre une arme technique et une arme stratégique, c'est la différence entre une bombe nucléaire et une bombe tout à fait normale. Une bombe normale cible une cible militaire. Une arme stratégique cible la population civile. Et donc il semblerait que l'ex-URSS a développé la variole pour être utilisée contre des populations civiles. Ce serait la version biologique d'une bombe thermonucléaire en quelque sorte. Et donc, lors de l'effondrement de l'ex-URSS, un certain nombre de scientifiques ont disparu de la surface de la planète. On ne savait plus où ils étaient. Les renseignements tant américains que russes n'avaient aucune idée où ils étaient allés. Il se peut qu'ils aient pris une petite quantité du virus de la variole dans leur valise. Donc personne ne sait exactement quel est le statut de la variole sur la planète. Est-ce qu'il existe d'autres stocks en dehors des stocks officiels? Que voudraient faire les individus qui l'ont sous la main? Les poxvirus sont des virus qui sont très faciles à fabriquer. C'est de la biologie moléculaire de 6e, si l'on veut. On ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas si la variole pourrait être génétiquement fabriquée ou non. Mais moi, je veux penser à la nature plutôt qu'à ses armes. Le virus de la rougeole peut nous fournir un exemple de virus de monstre émergent à l'avenir. La différence entre un virus tel que celui de la rougeole et un virus tel que celui de la maladie à virus Ebola est très profond. La rougeole fait partie de la famille des morbillivirus. Et ce type de virus peut exister sous une forme entièrement sèche, entièrement lyophilisée. Le virus peut s'attacher à des petites particules de poussière, peut former des cristaux tout en restant viable. Et c'est comme ça que les morbillivirus, tels que la rougeole, peuvent voyager d'un hôte à un autre. Rappelez-vous, je vous ai dit, les virus sont comme des essaims. Le virus de la rougeole habite chez son hôte, elle le rend malade, mais ensuite le virus doit migrer. Eh bien, ce type de virus a en quelque sorte des ailes, il peut voler. Le virus d'Ebola
risqué lorsque l'on touche quelqu'un qui est déjà malade, lorsqu'on entre en contact direct avec un fluide corporel. C'est ça le risque lorsque on prend soin de quelqu'un qui est infecté par la maladie à virus Ebola. Avec la rougeole, le facteur de risque, le comportement à risque, c'est tout simplement de respirer. À une époque, la rougeole était un virus émergent. La rougeole est apparu, ou semble être apparu, il y a environ 800 ans. C'est à peu près le moment où la cathédrale de Beauvais a été construite. Et ce virus provient du virus de la peste bovine qui affecte le bétail. Il s'agit d'un morbillivirus qui est très proche de celui de la rougeole. Vous voyez la particule à l'écran, vous voyez sa forme. Dans le bétail, elle a un taux de mortalité de 100% chez les individus non vaccinés. C'est un virus très dangereux. La rougeole peut également être très dangereuse chez les individus non immunisés. Donc lorsque la rougeole a atteint les populations indigènes, notamment dans les Amériques, eh bien, le taux de mortalité a été extrêmement élevé car il n'avait jamais été en contact avec ce virus. La rougeole, comme les autres morbillivirus, est donc particulièrement dangereux. Alors je voudrais vous donner un autre exemple. Bon, le Nipah est également un morbillivirus, mais j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une flambée de rougeole qui a eu lieu en juillet 1991, au Métrodome. Le Métrodome de Minneapolis, qui est un stade de sport. C'est un stade de sport entièrement couvert par un toit gonflable. C'est un stade très vaste. On peut y jouer au football, au baseball. Et donc, c'est un toit gonflable. La circulation de l'air à l'intérieur y est excellente. L'air est renouvelé avec un taux de 7000 litres d'air par seconde. Donc, l'air y est très frais, il est constamment renouvelé, il est constamment en circulation. Mais le 20 juillet a eu lieu la cérémonie d'ouverture des Special Olympics. Tous les concurrents sont entrés dans le stade. Or, un jeune garçon de 12 ans, un jeune Argentin, et ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'était qu'il y avait une flambée épidémique de rougeole en Argentine qui n'avait pas encore été identifiée. Eh bien, bon, là, vous voyez Prince qui a joué lors de cette cérémonie d'ouverture. Si vous voyez la vidéo, là ça n'est qu'une image, mais si vous voyez la vidéo de ce concert, vous voyez la fumée qui part d'un côté à l'autre, de droite à gauche. C'est comme ça qu'elle circule. Or, la fumée va vers le haut des gradins. Mais quoi qu'il en soit, on a ce jeune garçon qui était assis juste là. Il avait une super place. Il se trouvait derrière le marbre. Bon, pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas le baseball, le marbre est ici, la balle est envoyée de ce côté-là. Et donc, c'est vraiment le meilleur endroit où vous pourriez vous situer. Et ce jeune garçon avait une position privilégiée. Il toussait, il avait une toux sèche, il avait de la conjonctivite, mais pas de symptômes cutanés. Sa famille pensait qu'il avait un petit rhume. Or, il y avait un petit endroit dans sa gorge, de la taille d'un timbre-poste, qui émettait des particules de virus de la rougeole, certainement en grand nombre, mais il s'agissait de toutes petites particules qui séchaient quasiment immédiatement au moment où elles entraient en contact avec l'air. Là, vous voyez une photo un petit peu différente, un point de vue un petit peu différent. Vous voyez le marbre, le garçon était juste là.
là qu'il est entré avec tous les athlètes. Or, 2 personnes assises tout en haut des gradins, là-haut, à plusieurs centaines de mètres de ce garçon, sont tombées malades. Et au cours de l'enquête plus tard, on s'est rendu compte que les particules de cette cette partie infime de la gorge de ce garçon ont été transportées par l'air qui arrivait d'ici, du garçon, jusque tout en haut des gradins, où il y avait une prise d'air qui aspirait l'air pour la propulser vers l'extérieur. Et donc, quelques-unes de ces particules sont entrées dans les voies respiratoires de ces 2 individus qui ont contracté la rougeole. Le virus de la rougeole, les morbillivirus, sont très infectieux, sont très contagieux à de faibles doses, à de très faibles doses. Donc, un jeune garçon atteint de rougeole, 24 individus l'ont contracté de lui. 3 générations d'infections. Les gens ont continué à se transmettre la rougeole. Et il s'agit là d'une population bien vaccinée. La plupart des individus avaient été relativement bien vaccinés contre le virus de la rougeole. Alors, quelle est la conclusion de cette histoire? Eh bien, je pense qu'on peut en conclure que les virus présentent de nombreux avantages, ou ils ont tout un tas d'avantages qui parlent en leur faveur. Imaginez un morbillivirus avec un taux de mortalité de 10 à 25%. Imaginez qu'ils se transmettent aussi facilement à l'intérieur d'un endroit clos. Imaginez à quelle vitesse il peut se répandre dans la planète. Ça pourrait conduire à un désastre phénoménal. Mais nous, on a des avantages que n'ont pas les virus. C'est très important de s'en souvenir, c'est très important d'en faire état. Contrairement au virus, on est conscient de nous-mêmes. On peut analyser nos propres actions. Nous avons également la capacité de travailler en équipe. Nous avons un sens de l'altruisme, comme on l'a vu avec l'exemple des médecins qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur vie pour le bien général. Ils ont fait leur boulot sans même réfléchir aux conséquences personnelles qu'ils encouraient. C'était leur boulot, ils devaient le faire. Quelqu'un devait prendre soin de ces personnes, sinon qui d'autre le ferait, à part eux? Et puis il y a un autre avantage que nous avons. Nous avons la capacité d'aimer. Et nous avons la capacité à exprimer notre amour les uns des autres par le sacrifice. Les médecins, ceux qui travaillent pour nous protéger de ces maladies infectieuses émergentes et de toutes maladies infectieuses, sont motivés par ce que j'appellerais une espèce d'amour professionnel. Et j'aimerais juste conclure en vous demandant de réfléchir un petit peu au travail effectué par les chercheurs, par les médecins, par les scientifiques qui œuvrent à trouver des vaccins et à trouver des médicaments pour lutter contre ces maladies émergentes. Pensez à cet amour professionnel et à comment il se traduit en actes. Et moi, j'aimerais vous demander d'applaudir ces gens qui travaillent dans le domaine de la santé publique, y compris mes amis, mes collègues, qui travaillent sur ces maladies émergentes ici à l'Université de Genève. Nous sommes très reconnaissants envers eux. Ils sont des héros très peu reconnus. On reconnaît peu leur contribution, le travail essentiel qu'ils font dans la protection de nos vies et des vies de tout le monde. Et donc j'aimerais qu'on les applaudisse bien fort, s'il vous plaît.